Croix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 22h, presque 56 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant au 3921 Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Olivier. Bonsoir Merci Sarah. beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie Sarah. Alors on a 1 minute 30 un petit peu pour poser un peu le décor de votre témoignage avant que nous continuions, puisque l'info arrive dans presque 1 minute 30. Oui. D'abord, d'où nous appelez-vous Sarah ? Je suis de Bretagne. De Bretagne, d'accord. Et Oui. quel âge avez-vous ? J'ai 52 ans. Bientôt 52, on va dire. Alors, nous allons parler de quoi ce soir, Sarah, ensemble ? Alors, ça rejoint un petit peu le sujet de Marie précédemment. Ça traite du handicap, effectivement. Mais ça ne me concerne pas directement. Ce n'est pas moi qui suis handicapée. J'ai été mariée avec un homme pendant presque 20 ans. Il a eu malheureusement un accident domestique qui l'a laissé tétraplégique. Oui. Il ne bouge aucun membre, seule la tête bouge. D'accord. Je suis restée avec lui. Je me suis occupée, comme Marie le disait, du parcours du combattant, de trouver des aides. Je me suis occupée de tout ça pour lui, auprès de la MDPH, de l'APF, des ergothérapeutes, des médecins, des assurances, etc. Et au bout de 2 ans, je lui ai obtenu des grosses indemnités. Je lui ai obtenu plus de 500 000 euros. Oui. Alors, Et puis là, il a divorcé, puis il est parti avec une autre. D'accord. Bon, alors... Et depuis, il me détruit. On va bien évidemment continuer à évoquer dans le détail tout ce qui vous est arrivé, ma chère Sarah. D'accord. On laisse passer l'information sur Europe 1 et vous toutes et tous qui nous écoutez, n'hésitez pas, Florian vous attend au 3921. Vous pouvez ce soir échanger avec nous. À tout de suite, Sarah. À tout de suite, merci. On est avec Sarah pour l'instant qui nous a brièvement expliqué le début de ce qu'elle a traversé. Vous avez été mariée avec cet homme pendant 2 ans, Sarah, c'est bien ça ? Non, j'ai été mariée avec lui pendant presque 20 ans. Ah, Je me suis mariée à 21 ans. D'accord. Oui. En fait, il a été paraplégique pendant 2 ans, c'est ça ? Tétraplégique, pardon. Tétraplégique, d'accord. Oui. À la suite d'un accident de voiture ? Non, c'est un accident domestique, tout bête, à la maison, comme ça peut arriver. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, Oui. jusqu'au jour où ça arrive dans votre maison. Donc vous me disiez que vous vous étiez occupée bien évidemment de lui comme une femme s'occupe de son mari lorsqu'il arrive un tel drame. Oui, on a été mariés 20 ans. Je me suis mariée à 21 ans avec lui. C'est un homme formidable, gentil, bon, généreux, attentif, serviable. C'est vrai que son entourage l'aimait beaucoup. Il était vraiment proche des gens. Et que lui est-il arrivé à votre mari pour qu'il vous quitte de la sorte et qu'il vous laisse... Son accident l'a totalement changé ? Quand il est sorti du coma quelques jours après, je me suis pas rendu compte évidemment de suite qu'il était différent. Mais au fur et à mesure, c'était plus la même personne, c'est plus l'homme que j'aimais. Déjà physiquement, ça on peut pas nier quelque part. Il n'a plus du tout l'usage de ses membres, hein, ni les jambes ni les bras. Oui. Seule la tête, comme je vous le disais tout à l'heure, peut bouger un petit peu. Donc il pouvait pas parler, il avait une trachéotomie, il a été pendant longtemps sans pouvoir parler. On communiquait avec l'alphabet A, B, C, puis il clignait des yeux quand c'était la bonne lettre. Et lorsqu'il a pu parler, quand on lui a enlevé le respirateur, il a gardé sa trachéotomie pendant environ 1 an et demi. Je crois que c'est 1 an et demi. Ça fait maintenant 11 ans, hein, j'ai des souvenirs pas très précis concernant les dates exactes. Et il a été hospitalisé en réanimation pendant 1 mois et demi. Les médecins m'ont demandé si je voulais le débrancher à ce moment-là. J'ai dit non. Ensuite, il a passé 3 ou 4 mois en centre de réadaptation dans l'hôpital où il avait été admis au service soins intensifs. Et ensuite, il a été dans un grand centre de réadaptation fonctionnelle pendant 2 ans. Et au bout de 6 mois, il rentrait un week-end sur 2. Et j'avoue qu'un week-end sur 2, c'était très difficile parce que je travaillais, hein, je travaillais toute la semaine et quand il rentrait, fallait tout le temps s'occuper de lui, ce qui est normal quelque part. Mais c'était très lourd. J'ai réussi à obtenir la présence d'une auxiliaire de vie qui venait 2 heures l'après-midi, le samedi et le dimanche. Et l'infirmier venait le matin à 8 heures à peu près pour lui faire ses soins et revenait le soir pour le coucher. Parce que il faisait quand même plus de 80 kilos, moi j'en fais 55. Donc je pouvais pas le bouger, c'était un petit peu compliqué, même avec le lève-malade et tout ça. Et dans la journée, c'est vrai qu'il fallait tout le temps être présente
auprès de lui pour lui donner à manger, lui donner à boire. Il avait chaud, fallait mettre un gilet. 5 minutes après, il fallait l'enlever. Et c'était pareil la nuit, il fallait se lever. Il avait chaud, il avait froid, il était mal positionné, il fallait remettre son bras. C'était très difficile. La trachéotomie, en plus, provoquait des encombrements dans la gorge. Donc, il fallait nettoyer ça. Quelque part, je suis pas infirmière, donc c'était des gestes médicaux particuliers, et excusez-moi le terme, pas très ragoûtant. Oui. Pareil pour la poche à urine, hein, régulièrement, il fallait nettoyer ça, vider, replacer et tout ça. Je suis une experte en sang aujourd'hui. Et voilà, donc c'était le week-end où j'étais censée me reposer de ma semaine, parce que je suis cadre, donc je suis pas aux heures. Je travaillais beaucoup de la semaine, j'étais plus à 45 heures qu'à 35 heures. Parallèlement, il fallait s'occuper de la maison, parce que moi, j'aime bien avoir une maison propre. Fallait aussi s'occuper surtout des enfants. Les enfants, à l'époque de l'accident, avaient 14 et 16 ans, donc c'était pas des petits, soit, mais ils avaient subi un traumatisme quand même qui les avait réellement marqués. Et donc, il fallait être présente pour eux, s'occuper de leurs devoirs, s'occuper de l'école, s'occuper basiquement de leur linge, de leur nourriture et tout ça. Et j'avoue que c'était dur, très dur. Bien D'autant sûr. que les gens me disaient comment faire, mais sans jamais venir à la maison. La famille, à part les parents, on n'a vu personne à la Ouais, maison. ouais. C'est le genre d'épreuve Les où on amis, voit sur qui on peut compter réellement, hein. on se sent seul. Ouais. Les amis ont été là. Dans un premier temps, beaucoup venaient à la maison. À la fin, beaucoup moins. Faut avouer aussi quelque part, parce que mon pauvre ex-mari, lui, il était dans son centre, il était isolé du monde et il était rentré dans cette phase où il ne s'intéressait plus qu'à lui-même. L'extérieur ne comptait plus. Euh, Seul comptait pour lui son petit confort. Et ça peut se comprendre totalement, c'est humain. Lui, il fallait qu'il ait un bon fauteuil électrique, il fallait qu'il ait des bonnes commandes, que la domotique soit parfaite, qu'il ait tout vers lui pour être bien, quoi. Et le reste passait vraiment au second plan. Mais je crois qu'on peut pas lui en vouloir. Moi, je lui en veux pas d'avoir été comme ça. Je lui en veux de ce qu'il m'a fait par la suite. Alors, racontez-moi, parce que j'ai pu voir ce que Natacha m'avait écrit, mais je pense Oui. qu'il faut que vous racontiez vraiment à tous nos auditrices et tous nos auditeurs ce qu'il a fait et comment il l'a fait, parce que même si cet homme a partagé beaucoup de temps de votre vie, euh, il s'est comporté quand même d'une drôle de manière à la fin. Après son accident. Avant, il était Après, adorable, oui, charmant. après son accident. Mais la réalité, Sarah, c'est que voilà, il a quand même agi d'une manière très, très stratégique. Je pense, oui. Racontez-nous et on verra ce qu'en pensent nos auditeurs. Après son accident, ouais, je suis restée avec. Je l'aimais, donc je suis restée avec lui. C'était pas pensable de le quitter. De toute façon, je l'aimais. On se sent fort quand on aime. On se sent deux. On est deux, 4 avec nos enfants. C'était impensable de toute façon que je le quitte. Donc pendant plus de 2 ans, c'est vrai que j'ai tout donné pour lui, tout, tout, tout. Et il est revenu en Bretagne après avoir passé 2 ans dans le centre de réadaptation fonctionnelle. Je suis allée l'aider à son déménagement, tout ça. Puis quelques mois plus tard, il m'a demandé si on revivrait ensemble. Et là, je lui dis, je ne suis pas capable. Physiquement, j'ai perdu 18 kilos. Je dors 3-4 heures par nuit pour tout gérer, te gérer toi, gérer les dossiers, etc. On reste ensemble, mais chacun dans son logement, si vous voulez. Oui. Et à la fin de ma phrase, il a pleuré et il a dit, bon, c'est pas grave, je vais faire construire une maison et je vais vivre avec ma compagne. Dans la seconde phrase. Et là, je me suis pris ça, mais comme un choc, quoi. Je me dis, mais en fait, il avait tout calculé et je m'en étais pas rendu compte. Il m'a fait travailler avec mon accord, bien évidemment. Il ne m'a jamais obligé à quoi que ce soit. Mais j'ai travaillé avec les assureurs. Comme disait Marie tout à l'heure, c'est un parcours du combattant. Personne n'a aidé avant d'y être confronté le parcours du combattant que c'est. J'y ai passé 2 ans, toutes mes soirées. Je lui ai obtenu, comme je vous le disais juste avant le flash, une grosse indemnisation qui dépassait les 500 000 euros. Il m'a demandé de faire des mouvements bancaires. J'avais confiance. Je les ai faits parce que il s'occupait de ses comptes sur Internet. Il avait son compte, il les consultait, il avait ses identifiants, ses codes. Mais quand je venais, souvent ça allait plus vite que ce soit moi qui les fasse.
Donc, je lui faisais ses virements, on avait plusieurs comptes épargne, etc. Je me suis pas méfiée, j'avais confiance, j'ai été stupide. Mais il y a quelque chose Et dans cette histoire, Sarah, c'est que lorsqu'il vous demande, parce que nous sommes tous les trois, nous avons parlé même avant l'émission, Jean-François, Florian et moi, de votre témoignage à venir. Et mm, il y a tout de même un moment charnière dans cette histoire, c'est que votre mari vous demande si vous allez revivre ensemble. oui, il Et serait revenu à la maison, je pense. oui, mais si j'ai bien compris, vous lui dites que non. Oui. À partir de ce Il moment-là, avait cessé. Pardon. à partir de ce moment-là, que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui est dans son état, qui n'a sûrement pas envie de finir ses jours dans un centre, vous voyez, de réanimation, d'être assisté toute sa vie? Que se passe-t-il dans la tête de cet homme lorsque sa femme lui dit non, nous ne revivrons pas ensemble? Certainement, c'est certainement Je vous difficile, demande, oui. hein, ça n'est pas du tout un jugement Non, je comprends. de notre part et de ma part, mais j'essaie de me mettre à sa place. euh, voilà, j'essaie de me mettre à sa place. Est-ce qu'il a vécu un choc à ce moment-là? Ah oui, Est-ce que quelque chose s'est écroulé totalement et la décision de vivre avec euh, une autre femme, parce que visiblement il avait entrevu cette solution, en tout cas c'était dans ses options, visiblement. je pense que c'était un projet qui était déjà bien abouti lorsqu'il Alors, a rencontré voilà. cette femme au Alors, centre. quel est votre avis là-dessus, en fait? Est-ce que, lors de cette discussion, il vous amène, pour vous, à dire non, nous ne revivrons pas ensemble? Ou est-ce que il avait bien avancé son projet? Dites-moi ce qui s'est passé Je pour vous vous. répondrai les deux, Olivier. Je pense que dans le centre, il avait rencontré sa compagne actuelle. Et alors, je ne sais pas s'il s'est fait manipuler ou quoi que ce soit. Je n'étais pas là, je ne vais pas juger. Mais je pense qu'ils avaient déjà commencé à avoir un semblant de relation. Mes beaux-parents, à l'époque, avaient commencé à me parler de cette dame-là, qui venait souvent le voir dans sa chambre. Et ce que j'ai su des années après, j'étais allée avec avec le couple de mes meilleurs amis, le voir dans le centre. Ma meilleure amie, pressée d'aller le voir, s'est ruée à l'entrée de l'établissement et l'a vu embrasser cette femme. Je ne l'ai su que des années après. Donc il y avait déjà une relation affectueuse entre eux. Après, quand il est arrivé en Bretagne, il n'était pas seul, parce que même s'il ne vivait pas à la maison, j'allais le voir, je ne vais pas dire tous les soirs, mais j'allais le voir très fréquemment. Les enfants allaient le voir, on dînait avec lui, on passait le samedi avec lui, ou le dimanche, il n'était pas seul. Il avait fait le choix, en plus, dans ce centre d'accompagnement, de vivre dans 18 mètres carrés. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, parce que je lui avais dit, mais tu as de l'argent, pourquoi tu prends pas un appartement? Il aurait pu recevoir ses enfants, ce qu'il n'a jamais voulu. Pas une fois, ses enfants n'ont dormi en sa compagnie. Il était en possibilité de prendre grand. Mais c'est là que j'ai compris qu'après, il voulait se faire plaindre, parce qu'il avait, je pense, mais c'est qu'une impression de ma part, c'est mon ressenti. Il avait déjà décidé de demander le divorce, et de dire qu'il vivait dans un 18 mètres carrés, ça facilite la pitié des gens. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ceci dit. Il ne se gêne pas pour dire qu'il vivait dans 18 mètres carrés, alors qu'avec 500 000 euros, vous pensez bien, et un salaire de 2 500 par mois. Donc clairement, il avait les moyens de prendre plus grand. Je pense qu'il m'a manipulé quelque part, tout en souhaitant à mon âme, parce que je pense qu'il m'aimait sincèrement, cet homme-là, tout comme je l'aimais. Mais il avait anticipé, je suppose, le fait que je n'aurais pas voulu et pas pu vivre avec lui. Mais même en prenant un appartement, on aurait pu continuer à être ensemble, puisqu'on était ensemble quand il arrive en Bretagne. J'allais l'aider, je lui faisais des courses, je lui faisais à manger, on mangeait ensemble, on a même passé le premier de l'an, l'année où il a demandé le divorce. Donc vous voyez, Mhm. je pense qu'il m'a manipulé, tout comme aujourd'hui, visiblement, il manipule le juge, et ça fonctionne très bien. Tout le monde plaint les personnes handicapées, Alors, sans se douter que des personnes handicapées peuvent être néfastes. moi, ce que j'aimerais savoir de votre part, hein, au moment où il vous dit, où il vous entend dire non, il vous dit alors, bon, c'est pas grave, il vous dit tout de suite, je vais aller vivre avec une Ah, femme que j'ai rencontrée au centre, il vous le dit tout de suite, ça? dans la même Dans conversation, la oui, même absolument, conversation. 10 minutes. Et Oui, en 10 après, minutes. que constatez-vous de l'avancée, justement, de ce projet? Est-ce que vous avez On a l'occasion? continué à se voir, oui, on a continué à se voir
je dirais en bons amis, on va dire. Je continuais à aller lui faire à manger de temps en temps, lui faire des courses, passer du temps avec lui. Vous étiez, vous Et là, étiez, ça a vous changé. étiez. Est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement cette situation vous l'acceptiez et que chacun y trouvait son compte? Oui, je pense, puis sincèrement, en étant D'accord, honnête, je pense que ça me déculpabilisait aussi quelque part. d'accord, d'accord, très bien. Parce que Et c'est c'est dur tout de à votre quitter honneur quelqu'un. de le reconnaître. Je pense que ça me déculpabilisait. Mhm. Précédemment, moi, dans ma jeunesse, j'avais vécu un autre drame. J'ai perdu mon père quand j'avais 20 ans. Je vivais avec lui, il était alcoolique, et il s'est suicidé. Et je l'ai trouvé. Donc à 20 ans, ça me marque beaucoup. Bien sûr. J'ai donc hérité de mon papa. Et lorsque je me suis mariée avec mon ex-mari, donc, j'ai investi tout l'argent dans l'achat de notre terrain et de notre maison. J'ai mis tout sur un compte commun. J'ai toujours fonctionné à la confiance. Je me suis même pas posé la question. Et c'est d'ailleurs la bêtise que j'ai certainement fait parce que je l'ai marqué nulle part. Ni chez le notaire, nulle part. Mhm. Que l'achat de la maison, en quelque sorte, grâce à moi et grâce à mon papa, on a pu payer moitié moins cher que si on avait investi sur la totalité de l'emprunt. Vous voyez. Complètement. Et aujourd'hui, il m'a tout pris. La maison, l'héritage de mon père, façon de dire prendre. Il me l'a séquestré, on va plutôt dire. Ça fait 10 ans déjà, et c'est pas prêt de se terminer. Je vais récupérer l'héritage de mon père, il aura peut-être bien 70 ans, quoi. Mais alors, ne passons pas trop vite sur ce qui s'est passé ensuite, parce que, bon, on entend cette première partie, moi je trouve que c'est très sain, tout ce qui s'est passé entre vous, parce que vous semblez accepter quelque part euh, que les choses tournent ainsi, et on sent que jusque-là, ça se passe bien. Mais On était toujours proches et amoureux. Moi, je l'aimais sincèrement, mon ex-mari. oui, Et j'avais une totale confiance. Il m'avait juré sur la tête de ses enfants que jamais il ne me ferait de mal, jamais il me laisserait dans la misère. Mais je l'ai cru, puisque tout ce qu'il m'avait dit dans les 20 précédentes années, il l'avait réalisé. Il avait toujours été là pour moi, comme j'avais été là pour lui. C'était réciproque. Donc pour moi, ça continuait pareil. Parce que faut s'avouer quelque part, Olivier, mon mari étant tétraplégique, physiquement, il n'y avait plus rien de possible. oui, Il ne bien bouge sûr, pas j'ai un petit compris. doigt. Mhm. Donc quand c'est arrivé, j'avais à peine 40 ans. Faire le deuil de sa vie de femme, ne plus avoir de tendresse, ne plus avoir d'amour, ne plus avoir de sexe, c'est très difficile. Oui, oui. J'aurais aimé qu'il me prenne dans ses bras, rien que ça. C'était même pas possible. Il pouvait même pas me prendre la main. Donc c'est frustrant, mais on partageait des moments, je dirais, intellectuels de grande complicité, quoi. On discutait beaucoup. Alors, Donc je ne me suis pas à partir de méfiée. quand ça dégénère, Sarah? À partir de quand cet homme qui, finalement, vous comme lui, vous acceptez la situation, ce drame que vous avez vécu tous les deux, hein, finalement, prenait une bonne tournure, je dirais, voilà, une bonne tournure en pensant que la vie de cet homme, elle a franchement euh, basculé, même si la vôtre en même temps a basculé, mais euh, voilà, ça n'est pas pareil quand la vie bascule et qu'on a toutes ses facultés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais quelque Lui, part, lui, ses cicatrices se voient, les miennes ne se voient pas, alors que j'ai tout oui, oui, perdu aussi. complètement. Mais après, on parle là maintenant de sous, on parle de matériel, on parle de coups bas. Quand, Ouais. quand ces coups bas ont-ils commencé et dans quelles circonstances? Il a commencé quand il a fait construire sa maison, quand il a commencé à faire construire sa maison. Oui, À partir de là, il a commencé à me demander de signer des papiers, des procurations, et là j'ai dit oh là, attends, non. Et moi, je sais plus un papier, c'est que j'ai un petit peu oublié, ça fait quand même quelques années. Je lui ai demandé un document, je crois que c'est un avis d'imposition, enfin un truc bête, hein. Et il m'a répondu, tu vois avec mon avocat. Et là, ça m'a heurté. Je lui ai dit, mais oui, attends, tu m'as demandé plein de papiers, je te les ai donnés. Je lui avais donné tous ces dossiers liés au handicap, toutes ces indemnisations, ces histoires d'assurance, des MDPH, je lui avais tout transmis, enfin presque tout transmis, il restait quelques trucs chez moi. Et ça m'a heurté. Je dis, mais tu joues à quoi là? Pourquoi l'avocat? Ah ben il me dit, c'est sur ses conseils, je ne dois rien te donner et ne plus te parler du tout de ça. Ah, j'ai de ça, de quoi? De notre divorce parce que je l'ai demandé, qu'il m'a répondu. Là, ça a été un coup parce que je pensais pas qu'il aurait demandé. Je suis bête, je suis stupide, mais je pensais pas qu'il aurait demandé le divorce quand même. On aurait pu continuer comme ça à la limite. Chacun faire sa vie de son côté.
mais rester avec ce lien. C'était de l'amitié maintenant qu'on avait. C'était Oui. de l'amitié. Et là, après, c'est parti, excusez-moi du terme, mais en foire d'empoigne. On est passé à l'ONC devant le juge, l'ordonnance de non-conciliation, quelques mois plus tard. On a fumé une cigarette dehors, il rigolait avec moi, on parlait. Il est arrivé devant le juge, il a fait semblant de faire un malaise, il a fait semblant de faire celui qui n'arrivait pas à respirer. Il maîtrise très bien son fauteuil roulant, là il tapait volontairement dans toutes les portes. Il a menti comme un arracheur de dents en disant qu'il gagnait de 850 € alors qu'il en gagne 2500. Je l'ai regardé, mais je dis, mais tu nous fais quoi là? Et vraiment, j'étais dans l'incompréhension totale. Et après, là, c'est parti en live. C'était des attaques pour un oui, pour un non, et ça fait 8 ans que ça dure. Il m'attaque régulièrement, plusieurs fois par an. Je prouve qu'il ment. Et maintenant, j'en suis au point de dire que c'est la justice qui n'ouvre pas les yeux. Parce que je prouve systématiquement les diffamations, les mensonges et la mauvaise foi. Et le juge, il ne les voit pas. Est-ce que la nouvelle compagne de votre mari intervient dans tout cela et a une mauvaise influence sur lui, à votre avis? Je ne sais pas. Je sais qu'elle a envoyé un courrier, un témoignage, comme on dit au juge, en expliquant que quand mon mari rentrait à la maison, je rentrais au petit matin, je me levais dans l'après-midi, en sachant qu'elle n'est jamais venue chez moi. Mhm. Donc déjà, si le juge lit des choses comme ça, l'avocate de mon ex-mari systématiquement mentionne que monsieur est handicapé à 92%. Mais ce qu'elle dit pas, c'est que il a quand même beaucoup d'argent. Il a perdu ses parents il n'y a pas très longtemps en plus. Il a récupéré une maison, une voiture neuve, l'équivalent d'un appartement qui venait d'être vendu de 200 000 €. Et les comptes joints de ses parents, c'est une personne qui a aujourd'hui, je pense, plus d'1 million d'euros sur ses comptes. Mhm. Mais que voulez-vous, vous, Sarah, aujourd'hui? Alors, dites-moi. Je veux l'équité, simplement le respect de nos droits respectifs. Je perds sur toute la ligne alors que je prouve ma bonne foi. Je veux juste que le juge lise mon dossier, lise mon argumentaire et mes preuves. Ce dossier vous donnerait le droit à récupérer une somme d'argent? Mais juste la moitié de la vente de la maison et Oui, l'héritage de mon père, oui. plus la participation que j'ai faite sur tous ses achats, parce qu'il est parti avec. J'ai payé la moitié du fauteuil roulant, de sa chaise de douche, de son lève-malade, les frais d'hôpitaux, tout ça, alors qu'il a été indemnisé, lui, par la suite. Mais il s'est bien gardé de tout garder. Donc c'est ça, je demande juste 50-50. J'ai demandé une prestation compensatoire, lui aussi, donc à mon avis, on ne l'aura pas. C'est même pas le problème. C'est juste le respect de mes droits. Je demande pas la lune, mais le juge voit le mot handicapé, donc forcément c'est quelqu'un de gentil, mais il faut savoir, dans les personnes handicapées, il y a des gens néfastes et toxiques, ce qui est mon cas. Mais quand on voit que 2 jambes ne fonctionnent pas et 2 bras ne fonctionnent pas, ça inspire la pitié, ça fonctionne très très bien. Il y a des associations de défense des handicapés, des associations de papas qui ne voient plus leurs enfants, des associations de femmes battues, mais des associations contre les handicapés néfastes, ça n'existe pas, c'est politiquement incorrect, ça ne se dit pas. Il y a 100 ans, l'inceste était tabou, aujourd'hui ça ne l'est plus, mais moi je suis dans le cas d'aujourd'hui, aujourd'hui on ne touche pas une personne handicapée, donc c'est forcément moi la méchante. C'est usant, moralement c'est usant, ça fait 11 ans aujourd'hui que mon ex-mari a eu son accident. Ça fait 11 ans que je n'ai plus d'argent. Il est parti presque avec tout. Il m'a volé de l'argent. J'ai vendu notre maison. J'avais un confort de vie agréable. J'avais une vie de famille. J'ai tout perdu. Je suis dans un petit logement. Je vis au jour le jour. Je ne peux pas partir en vacances. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas partir en week-end. J'ai 52 ans. C'est comme si j'avais jamais travaillé. Et quand je me suis mariée avec cet homme-là, donc j'avais 21 ans à peine, vu que je venais de perdre mon papa, j'avais mon appartement, j'avais de l'argent sur mes comptes, j'avais mes meubles, ma vaisselle. Aujourd'hui, j'ai plus de cuisine, j'ai pas de salle de bain. J'ai une chambre qu'on a achetée en 94 et 2 canapés. Et j'ai travaillé 30 ans, 32 ans. Et j'ai plus rien. Il m'a tout pris. Mhm. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et sentimentalement, il a pris l'héritage de mon père. Mhm. Ça me touche, mais Non, mais énormément. je comprends parfaitement maintenant. J'ai vraiment ciblé quelle est
quelle est la douleur qui vous anime. On marque une légère pause, Sarah, et puis on continue d'évoquer votre cas après, d'accord? Merci À beaucoup, tout de suite. avec plaisir. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 23h29 sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Florian vous attend et nous pourrons discuter ensemble puisqu'il nous reste encore 1h30 à passer dans cette libre antenne. Sarah, nous évoquions donc la douleur qui est la vôtre dans l'existence que vous avez menée aux côtés de cet homme. J'ai bien saisi ce qui vous fait mal finalement, c'est que il a fini par piétiner tout ce que Notre vous aviez. amour. Oui, voilà. Oui, complètement. Il a piétiné le sacré, en fait, cet homme. L'amour est proche de la haine est proche de l'amour. Il est passé de l'amour à la haine. Je ne suis pas sûr que l'amour soit proche de la haine et que la haine soit proche de l'amour. Je pense qu'on y bascule très vite, moi. pas si vite que ça, mais je pense que quand on s'est beaucoup aimé, oui, la haine peut être aussi très grande. Oui. Mais il y a tout de même dans votre histoire à tous les deux un fond pas très joli de la part de votre ex-mari. Vous Non, voyez, mais parce ça, que personne ne l'écoute. et oui, C'est plus pour ça n'est. moi, je le sens pas bien, si vous voulez. C'est très Et difficile vos pour moi enfants d'avoir aimé un homme et aujourd'hui l'entendre me diffamer, me Mhm. calomnier, Ouais, c'est pas terrible. c'est Vos très enfants, difficile. vos enfants disent quoi de tout ça? Parce que Alors mon fils ne voit plus son papa parce qu'il l'a trouvé méchant. oui, Pas forcément lié à moi, mais dans la vie quotidienne, lorsqu'il le voyait précédemment, il a eu régulièrement de mauvaises paroles envers mon fils. Il le traitait un petit peu d'incapable, de fainéant. C'est vrai que quand il était jeune, mon fils a échoué un petit peu à l'école. Vu le contexte, je pouvais pas être au four au moulin. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mais mon fils a été en échec scolaire. Aujourd'hui, il est presque à la trentaine, il s'en sort bien, il a son job, il a un salaire correct. Mais son père continue à le dénigrer. Et ça, il supporte pas. Et je lui fais voir également à chaque fois qu'il y a des audiences. Ce que j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, c'est que j'en suis à la 23e audience quand même pour mon divorce. 23. 23e audience, la guerre, Ouais. la guerre. Et 20 000 euros de frais d'avocat. Ouais. Donc là, je peux plus. Tout à l'heure, Natacha au téléphone, elle dit, mais il faut changer d'avocat. Et je lui ai répondu que j'ai essayé de changer d'avocat, mais aller en voir un autre, systématiquement, il me demande 4 000 euros d'honoraires, rien que pour l'étude, lire mon dossier. C'est tout ça. Aujourd'hui, je peux plus. Donc, je suis obligée de rester avec mon avocate. Je n'ai pas le choix. Et elle s'en désintéresse, mon dossier. Je suis passée normalement au tribunal le 12 mai. Et avec le confinement, je ne sais pas si je suis passée parce que j'arrête pas de relancer mon avocate qui ne me répond pas. Donc, je ne suis pas au courant de mon dossier. Sur le plan humain, c'est catastrophique. On est des vaches à lait pour les avocats et on est des dossiers administratifs pour les magistrats, les juges et tout ça. On ne compte pas le potentiel humain, c'est 0. Alors qu'un divorce, c'est traumatisant déjà un divorce. D'autant plus, il y a le handicap, l'accident, la ruine financière, morale, physique. J'ai eu des soucis de santé suite à ça. Mais ça passe dans l'indifférence générale. Par contre, tout le monde demande des nouvelles de monsieur qui est handicapé. Ça, c'est normal. Oui, mais bon, vous saisissez tout, voilà, vous saisissez ce qu'il a lui saisi. Il use de cette corde-là. Ça n'est pas. Ah oui, je joue beaucoup de ça. Mon avocate me l'a dit. Je ne divorce pas avec un homme, je divorce avec un handicapé. Ça porte sur une somme importante, je suppose. Déjà, la peur de ne pas récupérer l'argent de ma maison et de mon héritage. Et d'autre part, il me demande 260 000 euros en tout. L'indemnité d'occupation, une prestation compensatoire, et il m'accuse de lui avoir volé 50 000 euros. Mais je ne saisis pas pourquoi. Parce que la maison, il l'a vendue lui, il a récupéré l'argent, ou c'est vous qui l'avez récupéré? Non, notre maison commune, avec toutes les indemnités qu'il a eues, il a fait construire sa propre maison avec sa compagne. Mais nous avions un domicile conjugal commun. Oui, et ce là où j'ai investi. Ce domicile conjugal, il est où maintenant? Il est vendu depuis plusieurs années déjà. Et vous avez touché la moitié ou pas? Rien. Et j'ai investi l'héritage de mon père dedans. Ça, c'est de l'escroquerie, ça. Comment se fait-il
que vous n'ayez rien eu, parce que en tant que divorcé, Non, je ne suis pas divorcée, je suis en procédure. ah d'accord, ah bah, d'accord. Ça fait 8 ans, Ah OK, mais depuis 8 ans. il ne veut pas divorcer en fait, lui? Si, c'est lui qui a demandé le divorce. Mais alors bon, j'ai du mal à comprendre en fait, Il veut me détruire. mais, il demande le divorce. Normalement, Oui. si vous êtes d'accord, le divorce, il doit être prononcé très vite, si tout le monde est d'accord. Heu, Oui, sauf qu'il n'arrête pas d'initier des incidents et puis de dire que je oui, vis avec quelqu'un. donc il ne veut pas divorcer, c'est bien ce que je vous dis. Ben, Il je le ne sais dit pas, j'arrive pas à me l'expliquer, il le dit, sincèrement. bah, il le dit, mais s'il provoque des incidents à chaque fois, c'est qu'il a bien compris, l'enjeu de tout ça. Je pense avant tout que c'est monétaire. À mon avis, maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Vous pensez? son occupation, c'est l'argent. Oui, bah, moi, c'est pas que je le pense, c'est que je vous le confirme ce soir. Si vous doutiez de ça, au moins vous avez bien fait de m'appeler parce que je vous le confirme, mais à 200%. Merci, Euh, Olivier. Bah oui, Sarah, il faut être, pour le coup, faut regarder les choses en face. Je pense que c'est l'argent qui le Vous mène. étiez, Et puis, vous étiez marié sous quel régime? la communauté aux aquets. D'accord. Donc du coup, je vous le dis, euh, cet homme vous doit la moitié de votre maison. Ah, tout à fait. Elle a été Tout à vendue fait. combien, cette maison? Elle a été vendue 220 000 euros. Donc, il en récupère 110. Mais comme moi, j'ai apporté 50 000, il doit me rendre mes 50 000 de Plus l'héritage de mon 110. père. Voilà. Plus Et 110. comme il a beaucoup d'argent, mon ex-mari, bah, il s'en fout de récupérer 50 000 euros. Il préfère les payer en frais d'avocat. Mhm. Et comme il me demande 260 000 en plus, l'indemnité d'occupation, la prestation compensatoire, et il dit que je lui ai volé de l'argent, j'ai prouvé que non, c'était lui qui est parti avec 60 000 euros, lui, de notre compte commun. Hors indemnité, bien évidemment, ça, j'y touche pas. Et j'ai prouvé, mais comme le juge ne voit pas du tout mes justificatifs, bah, j'ai peur, moi, qu'il ait tendance à donner raison à mon ex-mari. Si j'ai un emprunt de plus de 100 000 euros à prendre jusqu'à la fin de ma vie, mais autant me foutre une balle dans la tête, quoi. Continuer à vivre chichement, c'est plus une vie. J'avais des rêves, mes rêves se sont écroulés. J'ai plus de projet, ça fait 10 ans que j'ai plus de projet. 10 ans que j'ai fait une croix sur mes rêves. Je vis au jour le jour, mais c'est pesant. Personne ne peut se rendre compte. Même mes amis, j'en parlais plus avant parce qu'au début de la procédure, on se confiait. Aujourd'hui, je sens que mes amis en ont marre. L'autre fois, j'ai même une amie qui m'a dit, mais essaye d'oublier. Mais franchement, si elle était à ma place, comment peut-on oublier ça? Passer tous les 4 ou 5 mois au tribunal, préparer le dossier, répondre aux accusations de la partie adverse, ça me prend tout mon temps. Mais personne ne s'en rend compte, forcément je vis toute seule, donc ils ne voient pas ce que je fais. Les amis, donc finalement j'en parle plus, il n'y a qu'à ma meilleure amie que j'en parle, c'est tout. Elle est compréhensive, elle écoute, c'est un bon soutien, mais les autres amis, j'évite d'aborder le sujet. Je Les gens comprends. ne se rendent pas compte, faut vivre avec la personne, il faut se rendre compte des attaques, des diffamations, des calomnies qu'on me jette systématiquement au visage. C'est de la part de l'homme qui vous a aimé à une période, d'autant plus, et le père de mes enfants. C'est très dur C'est psychologiquement. ce que je vous ai dit. En fait, dans ces histoires-là, malheureusement, quand on commence à piétiner le sacré, pour des raisons qui sont souvent liées à l'argent, c'est bien évidemment regrettable. Écoutez, je Ouais. ne peux que vous souhaiter du courage, Sarah. Euh, peut-être devriez-vous changer d'avocat. Hein. Je ne sais pas si le J'ai pas les vôtre. moyens de payer Vous un n'avez autre pour ouais, vous l'étude n'avez de pas les 4 000 moyens. euros de mon dossier. D'accord, d'accord. Bon, parce que. Et j'ai écrit à tout le monde aussi, au sénateur de mon Oui, mais département. ça, je vais vous dire. Bon, Personne vous ne voyez ce que répond. je veux dire, Ouais. hein? On va pas Je ne sais encore. plus vers quel sein. Je me suis même adressée à des personnalités connues qui ont des problèmes de handicap, de tétraplégie même. Ils répondent pas. On touche au sacré, donc je me sens vraiment seule. Et j'ai bien peur de tout perdre et j'ai déjà plus grand chose, mais le si peu qui me reste, ben si je le perds, je sais pas ce que je deviens, quoi. Il faut que Ça fait vous vous peur. concentriez sur ce divorce, vraiment, parce que une fois le divorce prononcé, il aura quand même, il sera, à mon avis, devant la justice, vraiment, il devra s'acquitter de ce qu'il vous doit déjà au Non, niveau de la je suis maison. pas sûre. Le juge est aveugle et lui donne raison sur Mais tout. ce juge Je suis concentre perdante. tout, le divorce, les fraudes, les arnaques. Il y a un juge pour toutes ces
ces 23 audiences, c'est toujours le même juge? Le juge de mise en état, oui, tout à fait. Bon, peut-être vous pouvez demander à en changer aussi. Je pense qu'en écrivant... Mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul de nommé par tribunal, hein, il me semble. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Je crois que j'ai pas tellement de choses. Je le connais même pas. Hein. En plus, il a une avocate qui est très très virulente. Il me semble avoir vu sur Internet que c'est l'avocate des Gilets jaunes en Bretagne. En tout cas, c'est l'homonyme. Donc c'est quelqu'un de très virulent et lui il doit payer en plus des sommes colossales aussi, hein, vu tous les Tout ça est bien dommage. tous les incidents qu'il lance, c'est impressionnant. Ouais. Tout ça est bien dommage. J'espère en tout cas que ça va finir par s'arranger pour vous, ma chère. En tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que tout ça n'est que dirigé par envie voilà, de vous Détruire. prendre. Oui, de vous prendre tout ce que vous Détruire. avez. Oui. On détruit psychologiquement quelqu'un et financièrement quelqu'un. C'est plus qu'une loque à la fin. Alors, ne vous laissez pas aller vers là. Non, je suis quelqu'un qui va de l'avant, mais c'est vraiment très fatigant et encore oui, je me gênant. doute. Mais pensez bien que le jour où vous fléchissez, c'est terminé. Vous allez tout perdre. Donc, il faut vraiment rester debout. J'en suis déjà pas loin sans avoir fléchi malgré tout. Mais comme Marie disait, se battre, toujours se battre. En plus, pour ses droits, pour faire respecter ses droits, c'est impensable, quoi. Aujourd'hui, la justice, normalement, est équitable. Et aujourd'hui, non, elle ne l'est pas. Dans mon dossier, elle ne l'est pas. Je pense que c'est encore quelque chose qu'on vous a... Enfin, je ne sais pas d'où vous le sortez, que la justice est équitable, mais... Elle devrait l'être. Oui, elle devrait l'être, voilà. Mais elle est loin de l'être, croyez-moi. Exactement. Il y a plein d'exemples tels quels, oui. Courage à vous, en tout cas, ma chère Sarah. Merci beaucoup, Olivier. Je vous souhaite Merci de plein de votre courage accueil. et passez une bonne nuit. Au revoir. Merci, vous de même. Bonne fin de soirée. Au revoir.